Si, pour dissuader le régime de Moscou, notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à la production de défense, alors on est en risque. Alors ces mots, vous l'aurez compris, ce ne sont pas les miens, ce sont ceux du général français Fabien Mandon, chef d'état-major des armées, une déclaration qui a énormément fait réagir, qui a énormément fait débat. Cette semaine, le gouvernement, qui a nuancé ses propos, a tout de même publié un guide de survie pour se préparer à plusieurs types de menaces. Mais alors, qu'en est-il réellement? Les Français doivent-ils se préparer à une guerre? Si oui, à quelle guerre? Bref, de quoi parle-t-on réellement? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour. C'est un sujet qui est sensible, un sujet d'ailleurs parfois qui peut faire peur avec ce qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux. Donc l'idée aujourd'hui avec ces actus du jour, c'est en aucun cas d'être alarmiste, mais bien d'être factuel, de déceler en fait le vrai du faux sur tout ça, de déceler aussi la communication des faits pour comprendre donc calmement ce qu'il en est réellement au-delà donc de tout alarmisme. Alors je le disais, au congrès des maires de France ce mardi, le général Mandon n'a pas mâché ses mots. La France, selon lui, doit retrouver une force d'âme pour défendre son identité en acceptant, je cite toujours ici, de perdre ses enfants en cas de conflit. Et pour le chef d'état-major, il s'agit d'une prise de conscience indispensable face notamment à ce qui est qualifié de menace russe. Alors les réactions au sein de l'opposition ne se sont pas fait attendre, à droite comme à gauche. Le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a dénoncé un discours guerrier injustifié selon lui. Même chose pour le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel, qui a écrit sur X, je cite, 51 000 monuments aux morts dans nos communes, ce n'est pas assez, point d'interrogation. Oui à la défense nationale, mais non au discours va-t-en-guerre. De son côté, Louis Alliot, le maire Rassemblement national de Perpignan, a déclaré que la nation ne doit demander un tel sacrifice, je cite, qu'en cas de guerre juste ou de survie nationale. Alors pour tenter de nuancer en quelque sorte ces propos de l'armée française, eh bien Maud Bréjon, qui est la porte-parole du gouvernement, a précisé ce vendredi sur TF1 que, je cite, nos enfants n'iront pas combattre et mourir en Ukraine, coupant court donc à toute rumeur d'engagement massif de la jeunesse française dans un conflit en Ukraine ou autre. Selon elle, les propos du chef d'état-major concernaient avant tout les militaires et non une mobilisation générale de la population. Elle a insisté sur le fait que la France n'est pas sur le point d'envoyer des civils sur le front ou quoi que ce soit, et elle a appelé chacune des forces politiques à, je cite, faire preuve de considération et à éviter donc ce qu'elle considère être ici une forme de surenchère ou de récupération polémique. Elle a par ailleurs assuré que, selon elle, le gouvernement préparait le pays à affronter toute crise par lucidité et non par dramatisation. Mais ce n'est pas tout, puisque dans l'actualité cette semaine, et ce qui a là aussi inquiété, eh bien, le gouvernement a publié un guide qui a été intitulé Tous responsables, destiné à aider les Français à anticiper des crises majeures, qu'elles soient sécuritaires, naturelles ou alors liées à un conflit armé. Et on trouve dans ce guide des conseils pratiques pour constituer un kit d'urgence, des réflexes aussi à adopter en cas d'alerte, la liste d'objets aussi essentiels à stocker. On vous a fait d'ailleurs un post sur le sujet cette semaine. Et donc ce manuel, il concerne toutes les situations de crise. C'est pas du tout quelque chose qui est lié à la situation actuelle précisément. Mais donc il n'est pas seulement question de guerre, il est question ici par exemple aussi d'une catastrophe climatique qui pourrait arriver. Et il faut noter que la diffusion du document, elle s'était voulue en théorie discrète pour ne pas alimenter un climat anxiogène. Sauf que évidemment ça a tout de même pas mal fait parler. Maintenant attention, pour nuancer sur tout ça, c'est un guide qui existe dans de nombreux pays, c'est le cas de la France, et c'est quelque chose qui a été préparé depuis des années, donc c'est important à noter, il n'y a pas forcément de lien direct avec la situation actuelle. Mais alors, est-ce que ces déclarations de l'armée, elles sont inédites? Eh bien, pas forcément en fait. En fait, depuis le début de l'invasion russe massive de l'Ukraine en 2022, les autorités françaises, comme d'autres gouvernements européens, martèlent un même message, la situation géopolitique devient de plus en plus instable en raison des ambitions de la Russie, en raison aussi de l'imprévisibilité des États-Unis, qui était un allié historique et qui aujourd'hui, on va dire les choses comme ça, le sont moins aujourd'hui avec Donald Trump qui est arrivé au pouvoir et qui a montré davantage de méfiance en quelque sorte vis-à-vis des Européens, une forme de rapprochement vis-à-vis des Russes. Alors un point important ici, c'est la question des ambitions de la Russie. On en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne, on a fait aussi un grand format spécifique pour analyser cette question. Clairement, Vladimir Poutine, dans son discours aujourd'hui, il convoque des figures historiques connues pour leur portée, leur dimension impériale. Il tient plus largement en fait un discours impérialiste au-delà même de l'invasion de l'Ukraine. Cela dit, ça ne veut pas forcément dire que demain ou même dans quelques années, il va attaquer d'autres pays européens ou autres. En fait, il y a 3 incertitudes importantes à analyser. La première incertitude à analyser et qu'on ne connaît pas forcément aujourd'hui, c'est la définition d'une incertitude, mais c'est est-ce que Vladimir Poutine et est-ce que la Russie peut réellement aller au-delà donc de l'invasion de l'Ukraine. Ça, sans rentrer dans les détails, on a déjà eu l'occasion de l'analyser, mais on sait aujourd'hui que l'invasion de l'Ukraine, elle tire beaucoup sur l'économie russe.
russe. Elle a aussi un impact évidemment important sur le moral et sur des pertes militaires aussi importantes. Il y a donc une question ici d'ordre de moyens pour la Russie. Ensuite, la deuxième question importante, on a dit que Vladimir Poutine a un discours impérialiste, on a eu l'occasion de l'analyser, mais jusqu'où est-ce qu'il veut réellement aller? Là, ça reste une zone d'incertitude, une zone de flou, qui est liée d'ailleurs au premier point, et qui est liée aussi au dernier point d'incertitude. C'est la question de savoir quelle serait la réponse européenne ou la réponse de l'OTAN. L'OTAN, c'est donc cette alliance militaire menée par les États-Unis, dont fait partie la France, et qui est vivement critiquée aujourd'hui par la Russie. Alors maintenant, ces derniers jours, il y a un certain nombre d'événements qui font penser que la Russie teste à minima les capacités européennes et de l'OTAN pour les prochaines années. Ce qui a notamment été observé récemment, c'est le survol par des drones de plusieurs pays européens, des survols soupçonnés d'être liés à la Russie par les autorités européennes. Enfin, attention, et c'est là un élément de nuance absolument essentiel à comprendre ici, faut bien comprendre que cette menace russe, ça prend pas forcément la forme d'une attaque armée directement sur le territoire français ou quoi que ce soit. Et en fait, si on est très précis, la possibilité d'une attaque sur le sol français, elle est quasiment nulle. En effet, au-delà du fait que la France et la Russie ne partagent pas une frontière, la France dispose notamment de l'arme nucléaire, ce qui est un élément extrêmement important en matière de dissuasion. Par contre, ce qui est davantage possible, même si évidemment, attention, ça ne veut pas dire que ça va forcément arriver, mais ce qui est techniquement possible, c'est que la Russie attaque d'autres pays, et par exemple un pays membre de l'OTAN, ou alors qu'on se retrouve dans une situation où il y a une forme d'escalade qui mène ensuite à une guerre. Alors si c'est le cas, là il y a un élément important à comprendre, c'est que la France fait partie de l'OTAN, et eh bien les traités de cette alliance militaire indiquent que si un pays de l'OTAN est attaqué, eh bien tous les pays membres de l'OTAN, dont la France donc, doivent s'engager pour le défendre. C'est donc davantage en fait dans ce genre de situation que la France pourrait potentiellement se retrouver impliquée, et encore, je le disais donc, c'est incertain. Il n'y a pas d'annonce de guerre aujourd'hui, il n'y a pas de confirmation formelle que la Russie voudrait attaquer et s'en prendre directement à un pays de l'OTAN. Il y a simplement cette alerte donc de plusieurs dirigeants européens aujourd'hui. Et enfin, dernier élément de nuance en quelque sorte, quand on parle de guerre, ça peut prendre plusieurs formes, et notamment ici, ce qu'on observe beaucoup, c'est davantage de questions de cyberattaques, de tentatives de déstabilisation en tout genre. Bref, on ne parle pas que de conflits armés. Enfin, dernière chose à comprendre et à rappeler, c'est que quand on parle de guerre, quel que soit d'ailleurs le pays, une guerre, ça ne veut pas forcément dire une mobilisation générale de toute la population ou quoi que ce soit. Il y a une armée professionnelle, il y a ensuite des réservistes, bref, il y a en quelque sorte différentes étapes ou différentes possibilités. Je rentre même pas dans le détail ici, puisqu'encore une fois, c'est pas quelque chose qui est d'actualité aujourd'hui, mais ça reste, pour prendre un peu de recul, quelque chose qui est à avoir en tête. Enfin, dernière chose qu'on peut noter, je sais qu'il y a quelques mois, il y avait des négociations, des discussions sur le fait que plusieurs pays européens, dont la France, jugeaient potentiellement nécessaire d'amener sur le territoire ukrainien, pas directement sur le front, mais tout de même sur le territoire ukrainien, eh bien certains personnels militaires pour protéger en quelque sorte l'Ukraine et s'assurer que la Russie n'aille pas au-delà, en quelque sorte donc une force de dissuasion. Sauf que là-dessus, on en reparlera la semaine prochaine, mais la Russie est complètement contre tout ça dans le cadre de potentielles discussions sur un arrêt des combats. Mais là-dessus, je rentre pas dans les détails, on aura l'occasion d'en reparler. Dans tous les cas, désolé, j'ai été long, mais ça me paraissait essentiel de faire un point là-dessus, déceler en quelque sorte ce qu'il en est réellement, sans être donc alarmiste, mais voir donc ce qu'il en est réellement derrière tout ça. J'espère en tout cas que c'est clair. On continuera évidemment à suivre la situation. Dans tous les cas, je vous mets des liens directement en description. Je reviens la semaine prochaine avec la caméra. Je vous laisse avec Elisara pour le reste de l'actualité importante du jour, notamment justement sur l'Ukraine, et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Donald Trump a laissé jusqu'à ce jeudi 27 novembre à Volodymyr Zelensky pour accepter le plan américain pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Ce plan a été préparé et proposé ce mercredi par les États-Unis sans en parler aux pays européens, et il est largement favorable à la Russie. En cas de refus, Donald Trump a menacé de retirer son soutien à l'Ukraine, notamment en diminuant les livraisons d'armes et le partage de renseignements. Mais alors, que contient le plan et en quoi est-il favorable à la Russie et défavorable à l'Ukraine? Eh bien, parmi les propositions, le transfert à la Russie des régions ukrainiennes de Donetsk et Louhansk à l'est du pays, les régions de Kherson et Zaporizhia qui sont plus au sud du pays seraient partagées sur l'actuelle ligne de front. Ce plan propose aussi la réintégration de la Russie dans l'économie mondiale, dont elle avait été écartée notamment depuis l'invasion de la Crimée en 2014, puis l'invasion massive de l'Ukraine en 2022. Et le texte prévoit également que l'armée ukrainienne soit limitée à 600 000 militaires, contre 800 000 actuellement, et que l'Ukraine ne s'engage jamais dans l'alliance politico-militaire de l'OTAN. Parmi les contreparties, l'Ukraine recevrait, je cite, des garanties de sécurité fiables, sans préciser lesquelles, et un accord global de non-agression entre la Russie, l'Ukraine et l'Europe serait conclu. Vous avez la liste complète des points
de l'accord en description si vous voulez en savoir plus. De son côté, Vladimir Poutine a estimé que ce plan pouvait servir de base à un règlement définitif de la guerre, menaçant de conquérir plus de territoires en cas de refus par l'Ukraine. Et l'initiative américaine a été très critiquée par les Européens. La paix ne peut pas être une capitulation, a notamment déclaré le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Et le Conseil de sécurité ukrainien a annoncé ce samedi que des consultations sur un futur accord de paix devraient commencer dans quelques jours avec les États-Unis. On vous tiendra au courant. Deuxième actu, toujours en lien avec Trump, qui a rencontré son opposant Zoran Mamdani, le nouveau maire démocrate de New York, ce vendredi. Alors pour le contexte, le président américain a farouchement rejeté Zoran Mamdani pendant sa campagne à la mairie de la plus grande ville des États-Unis. Donald Trump avait qualifié le candidat démocrate de communiste, menaçant même de supprimer les financements fédéraux de New York s'il était élu. Zoran Mamdani avait de son côté qualifié Trump de fasciste. Ça n'a pas empêché à l'homme politique né en Ouganda de remporter les élections le 4 novembre dernier avec plus de 50% des voix et devenir le premier maire musulman de la ville. Zoran Mamdani avait notamment axé sa campagne sur le coût de la vie, reprochant au président de défendre en priorité les Américains les plus riches. Mais contre toute attente en connaissant ce contexte, le président américain a fait plusieurs éloges au maire new-yorkais. Il a déclaré avoir rencontré un homme qui veut voir New York retrouver sa grandeur, qui a la possibilité de faire quelque chose d'exceptionnel et a même assuré vouloir lui venir en aide, concluant par « plus il réussira, plus je serai content ». De son côté, Mamdani a déclaré que la réunion ne s'était, je cite, pas concentrée sur les points de désaccord qui sont nombreux, mais aussi sur l'objectif commun qu'ils ont de servir les New-Yorkais. Et enfin, l'association d'aide humanitaire La Croix-Rouge a annoncé vendredi devoir supprimer 2900 postes en 2026, faute de financement. Une réduction de 17% de son budget est également prévue. Alors, parmi les raisons, il y a des coupes budgétaires dans l'aide internationale, notamment par les États-Unis, à savoir que 82% des dons à La Croix-Rouge proviennent des gouvernements, selon le site internet de l'association. L'organisation, qui compte plus de 18 000 collaborateurs dans le monde, verra donc une réduction de 2900 postes en équivalent temps plein. Un tiers de ces réductions se fera avec des départs volontaires et le non-remplacement de postes qui ne sont pas occupés. La Croix-Rouge a ajouté vouloir prendre des mesures pour, je cite, améliorer son efficacité, rationaliser ses opérations et diversifier sa base de donateurs. Merci beaucoup, Elisara. Alors, je tiens simplement, avant de terminer, à vous remercier pour tous vos retours sur la bande dessinée qui est sortie depuis un peu plus de 2 semaines maintenant. Et vraiment, on a de plus en plus de retours qui font ultra plaisir. On a vraiment essayé de mêler la force du récit d'une bande dessinée avec une approche factuelle et sérieuse sur un sujet évidemment important et qui est dans l'actualité. Et vos retours font tellement plaisir. Donc voilà, je voulais juste vous remercier. Ça fait super plaisir. Je vous mets les infos sur la BD en description si vous ne l'avez pas encore. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches. Et puis on se dit à lundi pour le retour des actus.